Bienvenue au podcast Devenez partenaire Learning Coach, coach scolaire et neurocoach. Nous allons parler dans cette vidéo de la posture du coach scolaire et du neurocoach. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. Alors en fait, quand on veut faire du coaching scolaire, on se demande tout d'abord comment je vais me positionner par rapport aux élèves que je vais coacher et puis comment je vais me positionner par rapport à l'école, comment je vais me positionner aussi par rapport aux parents. Parfois, les parents ont aussi besoin d'être coachés ou des fois le problème vient des parents. Souvent, le problème vient aussi de l'école. Et donc, comment je peux opérer au sein de cet écosystème et comment je vais aider l'élève ou l'enfant si le problème ne vient pas de lui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la posture du coach scolaire et du neurocoach. C'est un des fondamentaux que nous traitons dans la formation pour devenir coach scolaire et neurocoach. D'ailleurs, si vous voulez être contacté, en savoir plus sur notre double parcours pour devenir coach de vie et ensuite se spécialiser en tant que coach scolaire, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Nous allons vous contacter et vous donner plus d'informations à ce sujet. Maintenant, revenons à notre sujet de cet épisode. La posture du coach scolaire. Alors tout d'abord, il faut savoir que le coach scolaire, il a pour vocation d'aider un élève ou un enfant à mieux progresser dans sa scolarité. Alors pourquoi ce besoin existerait-il? En fait, ce besoin existe, il a toujours existé, parce que le système scolaire tel qu'il a été fait, il n'est pas individuel ou il n'est pas individualisé. Je pense que le jour où on aura un système scolaire individualisé, il y aura plus de soutien scolaire et il y aura plus de coachs scolaires. Mais les coachs scolaires vont devenir les acteurs de cette approche individualisée. Mais pour l'instant, on a donc un espace dans lequel on accueille tout le monde. Et on accueille tout le monde et puis on donne un cours standard à tout le monde. Et on distribue la connaissance, le savoir, la pratique à tout le monde de la même façon. Donc quand on a une classe de 25, 30, parfois plus, parfois moins, eh bien en fait, il y en a qui vont apprendre de cette façon-là, ils vont effectivement acquérir cette connaissance, ils vont pouvoir mieux s'engager dans cette façon d'apprendre, et puis il y en aura beaucoup qui n'arriveront pas à suivre parce qu'ils ont des intelligences différentes, parce que ils ont des aptitudes différentes, un profil psychocognitif différent. D'ailleurs, c'est ce que nous définissons quand nous travaillons avec les élèves et les étudiants et les enfants à Learning Coach. Nous pratiquons ce que nous appelons le profiling, c'est-à-dire que nous définissons comment cet élève apprend et qu'est-ce qui entrave son apprentissage au sein de l'écosystème. Donc, quand on est donc dans une école, eh bien, on va donc faire passer une séquence. D'ailleurs, dans la didactique, on appelle la séquence du cours. Donc, le prof va dérouler une séquence de cours. Eh bien, en général, il y en a une partie qui vont l'apprendre et d'autres qui vont pas y arriver. Et donc, au retour à la maison, après plusieurs jours, plusieurs semaines, quand on passe le contrôle, eh bien, on découvre que les enfants n'arrivent pas à acquérir, n'ont pas acquis les connaissances et les pratiques nécessaires. Donc, les parents s'alarment, les profs réclament que voilà, votre enfant, l'élève, n'arrive pas à suivre. Le deuxième problème à l'école, c'est que l'école ne fait pas de marche arrière. C'est un train qui avance. Donc, une fois on passe le contrôle, on passe les contrôles vendredi. Lundi matin, c'est de nouveaux chapitres, de nouvelles leçons, de nouveaux cours. Et là, on va attaquer, ça y est, ce qui a été fait est fait. Et comme l'apprentissage, c'est une construction, eh bien, pour les élèves qui n'ont pas acquis, bah, ils sont doublement pénalisés parce qu'ils n'ont pas les bases. Ils vont devoir aussi ne pas avoir la suite parce qu'ils n'arrivent pas à acquérir de toute façon.
Donc le système, il a ainsi fait, tout le monde l'a accepté et donc ça a fait émerger dans tous les pays des sociétés, des profs qui pratiquent le soutien scolaire. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire ce qu'on appelle le soutien scolaire. Qu'est-ce que c'est que le soutien scolaire? Eh bien, on va reprendre l'élève de manière individualisée ou en petits groupes, mais maintenant c'est devenu de grands groupes. On a des centres de soutien scolaire qui ont la taille d'école et on a des groupes de soutien scolaire qui sont comme une classe. En tout cas, ce qu'on va faire, on va essayer de refaire les cours à l'élève. Alors, soit de manière personnalisée à la maison ou dans un centre, donc tant mieux, soit encore une fois en groupe. Problème, c'est que pareil, encore une fois, il y en a des élèves qui vont acquérir la connaissance parce qu'effectivement, il fallait juste réadapter la façon avec laquelle le cours a été transmis pour que ça soit adapté. Donc là, il faut avoir le prof qui va avoir cette finesse et qui va pouvoir donc avoir cette pédagogie pour adapter le cours à l'enfant. On appelle ça à Learning Coach la neuroergonomie. Soit pareil, eh bien, l'enfant, même en cours de soutien scolaire, n'arrive pas à s'en sortir. Et de plus en plus, c'est le cas parce que, soit encore une fois, l'enfant donc, a une façon d'apprendre que personne n'a encore découvert, soit il y a d'autres blocages qui ne sont pas liés uniquement à la, enfin, qui, qui entravent toute acquisition d'apprentissage, notamment des traumatismes vis-à-vis de certaines matières, certaines phobies, une démotivation, un problème d'orientation, etc. Donc, aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est que la majorité des élèves font beaucoup de cours supplémentaires. On a coaché un élève hier qui fait presque 2 heures de soutien scolaire tous les jours, du lundi au samedi. Et l'enfant, il n'en peut plus. Il est encore en primaire. Et donc, il n'en peut plus. Ça fait nous, au Maroc, par exemple, nous avons une journée de 8 heures à l'école, à peu près 6h30, enfin 7h30, 7 heures, voire 8 heures parfois. Eh bien, on rajoute 2 heures de cours. C'est juste invivable. Donc, ça fait 10 heures de cours. Et le problème, c'est que, par exemple, pour cet élève hier, bah, en fait, ça donne toujours pas de résultat. C'est-à-dire que l'élève arrive à peine à avoir la moyenne. Donc, il va falloir savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, là, on a une autre forme de soutien, une autre forme d'intervention qui est beaucoup plus holistique, qui s'appelle le coaching scolaire et le neurocoaching. Mais cette fois-ci, l'approche, elle est différente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider. Donc, on va plus essayer, nous, de transmettre la connaissance à l'élève, parce que ça ne marche pas, mais on va aider l'élève à lui acquérir la connaissance. Donc, à lui aller acquérir la connaissance de la bouche de l'enseignant, du livre scolaire, d'Internet, de l'intelligence artificielle, à ce que lui, avec autonomie, qu'il puisse lui-même acquérir l'apprentissage nécessaire à l'école. Donc, en fait, on va apprendre à l'élève à apprendre. Et bien évidemment, on ne va pas faire cela tant qu'on n'a pas enlevé les blocages ou les obstacles. Je reviens à cet exemple de l'élève à qui on a fait le profiling hier. On a trouvé qu'en fait, l'élève, euh, parce qu'il a une intelligence kinesthésique, donc qui fait qu'il est, il est, il a beaucoup d'énergie physique. Ses parents, à cause des heures supplémentaires, l'ont privé d'activités sportives. Et souvent, un enfant qui a une intelligence kinesthésique enfin, très élevée, le privé d'activités sportives, c'est vraiment l'asphyxier, carrément le tuer cognitivement. Donc, c'est ce qui se passe. L'enfant prend du poids, a perdu totalement confiance en lui. Il fait beaucoup d'heures de cours, ça ne donne pas de résultat. Et en même temps, il a développé un tic en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté chez pas mal d'élèves qui ont l'intelligence kinesthésique et qui ne font pas de sport. Ils développent des tics. En fait, lui, le tic qu'il a développé, c'est un tic quand il va répondre à une question
ou quand il va passer un examen, il va tout de suite donner la réponse avec un réflexe. Et quand il la donne, et comme il n'a pas confiance en lui, il se retire tout de suite parce qu'il pense qu'il vient de faire une bêtise, il n'ose même pas s'auto-corriger. Et donc ça crée des dégâts monumenteux dans les examens. Il a des 3 et des 4 alors qu'il va passer donc sa dernière année du primaire cette année. Donc là, il va falloir enlever ce blocage. Il va falloir donc redonner l'équilibre de vie à l'élève. Donc, il faut absolument que l'élève s'engage dans une activité sportive organisée, style club. Et après, on a vu qu'il a une personnalité, c'est le leader expressif. Donc, de préférence, une activité sportive euh, où il y a un groupe, donc où il peut socialiser. Et puis, il faut travailler sur ce tic et le supprimer. Donc, aider l'élève à développer plus d'inhibition, parce qu'en fait, se concentrer et réfléchir nécessite de l'inhibition, beaucoup plus que l'action, et c'est une inhibition cognitive. Et donc, une fois on enlèvera ça, les résultats vont venir. Et bien évidemment, aussi développer l'autonomie, réduire le nombre d'heures supplémentaires et ainsi de suite. Donc, il y a une réparation à faire pour que l'élève reprenne son parcours scolaire normalement. Donc, ça, c'est l'objectif fondamental ou la mission fondamentale d'un coach scolaire. Donc, c'est une forme de soutien scolaire, mais ce n'est pas un soutien scolaire. On va donner des cours, on va encore une fois utiliser une didactique ou une pédagogie, mais cette fois-ci, c'est un soutien scolaire côté élève. On va aider l'élève à lui-même aller apprendre. Un deuxième cas, par exemple, qu'on est en train de coacher, c'est un élève qui est au lycée, donc première année bac, et donc qui a réussi ses années avec un grand handicap linguistique, donc il ne maîtrise pas la langue. Donc ne maîtrisant pas la langue, il se heurte aujourd'hui à devoir faire des examens avec une langue qu'il ne maîtrise pas. La non-maîtrise de cette langue, sa langue d'apprentissage, et c'est sa deuxième langue en fait, est due à un traumatisme qu'il a subi quand il était au primaire. Donc il est toujours resté nul sur cette langue, mais comme l'école, les profs ont toujours pris en considération cet handicap, ils l'ont toujours soutenu, il arrive toujours à avoir plus ou moins la moyenne. Cette année, c'est une année décisive parce qu'il va passer des examens normalisés. Donc le niveau a augmenté et puis il y a un grand risque que, enfin, il sera certainement corrigé par des profs qui ne sont pas les siens. Donc il y aura plus d'indulgence. Et là, il y a un grand risque d'avoir de mauvaises notes et de redoubler. Donc pareil, ici, il va falloir donc travailler sur ce traumatisme, réconcilier l'enfant avec la langue parce que quand il veut réviser, il n'y arrive pas. Et d'un autre côté, il va falloir trouver des stratégies avec l'élève en utilisant même le soutien scolaire. Donc cette fois-ci, on lui a suggéré le soutien scolaire, lui, il le refusait. Donc on lui a suggéré le soutien scolaire, mais avec une façon différente et avec une technique, une approche pour utiliser le soutien scolaire et même avec une typologie de profs qui vont le soutenir. En fait, lui, sa problématique, c'est de comprendre les cours. Il a cette barrière pour comprendre les cours, il a besoin de quelqu'un pour le soutenir dans cette compréhension. Et on a mis en place un plan B, c'est d'utiliser l'IA pour mieux comprendre ses cours. Et donc, l'idée ici, c'est d'aider l'élève lui-même à surmonter la problématique. Alors que l'approche euh, que ses parents avaient, il faut l'obliger à avoir un soutien scolaire. C'est parce qu'il refusait le soutien scolaire que ses parents ont pensé au coaching pour le convaincre à faire du soutien scolaire. Mais sa logique à lui, elle est tout à fait raisonnable. C'est que moi, les profs, ils viennent, ils me refont les cours comme ils me les font en classe, ça ne marche pas. Parce que si ça marchait en classe, ça aurait marché dans le soutien scolaire. Il nous faut une façon différente. Donc, c'est à la troisième séance qu'on a découvert l'astuce qu'il pourra utiliser. Finalement, l'enfant, enfin, c'est un ado, donc c'est plus un enfant. Donc, il est finalement très didactique dans sa façon de réfléchir. Il est donc très raisonnable, mais malheureusement, il n'est pas
écouté ni entendu. Donc l'idée ici, encore une fois, c'est de l'aider lui-même à prendre le leadership sur son apprentissage et à mettre en place sa méthode d'apprentissage. Donc ça, c'est la mission fondamentale du coach scolaire. Nous allons maintenant voir quelle est donc la posture à adopter une fois on comprend mieux cette mission. Donc je vous dis à tout de suite. Donc en fait, l'approche à adopter ou la posture à adopter quand on devient donc coach scolaire, c'est surtout celle d'un accompagnateur. Donc on est là ensemble, à ensemble décortiquer toujours le problème, à essayer hein, de trouver des solutions avec l'élève, par l'élève, pour l'élève, et tester ces solutions et de voir qu'est-ce que ça peut donner. Par exemple, il y a des séances où on trouve des solutions, on pense que c'est bon, on va s'en sortir la semaine prochaine, l'élève, il va pouvoir les pratiquer, il va pouvoir apprendre, et puis on découvre qu'en fait, c'est pas le cas, ça ne marche pas, non, il va falloir réessayer. Et l'objectif, en fin de compte, c'est à travers ce parcours de coaching avec l'élève, c'est de lui donner des outils, c'est de lui donner une approche qui va lui permettre par lui-même de pouvoir apprendre. Donc un coach scolaire, c'est un expert en neurosciences, fondamentalement. C'est un expert en coaching de vie. Ça, on en a parlé dans la vidéo précédente. Il faut être coach de vie avant d'être coach scolaire parce que euh, pour pouvoir convaincre, par exemple, un élève à avoir cette approche, il faut être coach de vie d'abord. Pour travailler le traumatisme, il faut être coach de vie. Et puis, il faut avoir cette casquette donc d'expert en neurosciences. Donc là, moi, je vais aider l'élève pour toute la suite de sa vie scolaire à se dire comment moi j'apprends. Ok, ça ne marche pas à l'école. Il faut que je trouve moi-même une méthode pour apprendre. Des fois, on a une méthode que nous-mêmes on a utilisée, qu'on pense qui marche. C'est ce que j'ai proposé par exemple à cet élève de la première année bac. Je lui dis, moi, si j'étais à ta place, voilà comment j'aurais procédé. Il m'a dit, pour moi, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, on l'a essayé, ça ne marche pas. Et donc, on est à la deuxième approche maintenant. Et c'est ça le coaching, c'est-à-dire on n'a pas la baguette magique, on n'a pas la solution magique. On teste, on voit qu'est-ce que ça peut donner, et puis on apprend à l'élève d'apprendre. Il a une grande résistance à utiliser l'IA paradoxalement, alors que c'est un jeune qui aime la programmation, etc. Donc ça aussi, on a mis ça en tant qu'en plan B, mais moi j'aurais voulu qu'il utilise l'IA et je lui dis, on fera un test. On fera un test avec l'IA et on verra qu'est-ce que ça va donner avec Notebook LM aujourd'hui. Et comme il a une problématique de compréhension à travers la langue, donc Notebook LM propose une solution extraordinaire qui est aujourd'hui de créer un podcast audio sur la thématique du cours et c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Donc, je lui ai proposé qu'on fasse le test. Je lui ai même demandé de m'envoyer un des cours et moi, je vais produire l'audio parce qu'il a vraiment une résistance par rapport à ça que j'ai fortement ressenti. Donc voilà, l'idée, c'est notre posture, c'est d'accompagner l'élève une seule fois dans sa vie, peut-être optionnellement 2 fois, 3 fois maximum, à chaque fois pour régler des problématiques. Mais c'est fini. Le soutien scolaire, c'est peut-être pour toujours, mais nous, c'est vraiment ponctuel. On fait du one shot, on trouve les solutions avec l'élève et puis on l'aide. Maintenant, quelle est la posture à adopter avec les parents? Les parents, ils font ce qu'ils peuvent avec leurs enfants. Ils ont toute la volonté enfin, toute la bonne volonté du monde pour aider leurs enfants à réussir à l'école. Ils sont souvent maladroits. Moi aussi, en tant que papa, je ne suis pas parfait. Donc, quand nous, on fait du coaching, on découvre tout de suite ce qui ne va pas et ce que les parents auraient dû faire et comment auraient dû se comporter. Comment on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, et souvent, tous les coachs qui démarrent la formation avec nous, donc dans le parcours donc, de coach de vie et ensuite de coach scolaire, et si encore une fois vous voulez découvrir
ce parcours, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Eh bien, en fait, ce qu'ils disent, il faut coacher les parents. Alors, en tant que coach scolaire, on ne coache pas les parents. Ça va nuire à la posture, surtout quand on accompagne l'élève. Donc, on ne fait pas de coaching pour les parents en même temps qu'avec l'élève. Ça, c'est déontologiquement euh, et même techniquement, ça ne marche pas parce que les séances de l'élève vont vous impacter. D'ailleurs, nous, on évite même enfin, de trop converser à des certaines étapes avec les parents parce que ça va nuire à votre posture. Les parents, ils ont un vécu avec leur enfant, souvent plein d'échecs, plein de négativité, avec une vision qui est ce qu'elle est. C'est dû au vécu, c'est dû à un cumul. Et ils vont faire tout pour vous transmettre cette vision. Et s'ils vous transmettent cette vision en tant que coach et vous êtes influencé par cette vision, ça va être très difficile pour vous ensuite d'accompagner l'élève parce que vous devez avoir un regard frais, euh, nouveau, différent et surtout vous allez voir une facette que l'élève va vous montrer, qu'il essaie peut-être de montrer aux parents mais qu'il n'arrive pas à la voir et qui est nouvelle souvent parce que l'enfant grandit. Mais comme on dit, là, quand vous allez l'apprendre dans la formation coach de vie, tout est communication. Et un des aspects de la communication, c'est que la première impression reste est la dernière. Et avec nos enfants, nous avons souvent cette première impression suite à un premier échec, un deuxième échec, un troisième échec. Alors, en cours de route, l'élève a dû changer, avoir fait des résolutions, travailler sur lui-même, mais on restera toujours sur cette impression, surtout si les résultats ne sont pas encore là. Mais vous, quand vous arrivez en tant que coach, vous découvrez que l'élève, il a quand même fait des progrès, il a quand même avancé, et vous avez un regard qui est différent. C'est pour ça qu'on évite de parler avec les parents, de trop parler avec les parents. Mais ce qu'on propose aux parents, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a trouvé comme approche, c'est la guidance parentale. Alors, qu'est-ce que la guidance parentale? C'est-à-dire, c'est des conseils avec une casquette expert aux parents sur comment ils pourraient faire ou ne pas faire avec leurs élèves. Et on ne s'attache pas à ce que ça soit fait ou pas. Pour nous, voilà, c'est une suggestion et on s'arrête là. Et que ça soit fait ou pas, on reviendra toujours vers l'élève et on va toujours travailler avec l'élève pour que l'élève lui-même puisse s'adapter à tout ce contexte-là, euh, même avec ses parents, quel que soit le problème. Quel que soit le problème. C'est-à-dire, il doit s'adapter. Et on l'aide à s'adapter parce que on a, c'est son environnement, c'est son contexte. Aujourd'hui, c'est les parents, demain, ce sera son travail, son équipe, son manager, ses conditions, sa vie. Il va falloir toujours trouver des solutions. Ça fait partie des contraintes de la vie. Donc, s'il y a un changement, tant mieux, mais s'il n'y a pas, il va falloir trouver des solutions pour toujours atteindre l'objectif de sa réussite scolaire ou de l'acquisition des connaissances dont il a besoin à l'école. Donc, la posture que nous avons avec les parents, c'est une posture de conseiller, suggestive, préventive, hum, sans plus. Donc, on appelle ça la guidance parentale. À qui veut entendre? Souvent, dans le coaching, vous aurez un parent impliqué qui accompagne, et souvent c'est les mamans. D'ailleurs, qu'on salue tous, toutes ici, parce que, en tout cas, dans notre parcours ici à Learning Coach, euh, les mamans se battent énormément pour la réussite scolaire de leurs enfants. Ça ne veut pas dire que les papas ne se battent pas, mais voilà, c'est eux qui sont souvent sur ce terrain-là et souvent avec d'autres terrains. C'est quelque chose que la société, enfin, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est souvent les mamans qui vont être là, qui vont être derrière. Et puis on a des cas où c'est les papas qui sont là, et puis on a des cas où c'est les deux. Mais c'est souvent les mamans qui prennent le leadership par rapport à cette mission. Donc, et puis donc voilà, vous aurez un des membres du couple et vous n'aurez pas le deuxième et vous n'aurez pas accès au deuxième et vous allez avoir des échos sur la problématique avec le papa, etc.
Et donc, pareil, vous pouvez donc demander une réunion, provoquer une réunion, suggérer donc une approche pour les parents, mais sans plus. Donc ça, c'est l'approche avec les parents. Il nous reste maintenant la posture avec les parents, pardon. Donc, il nous reste maintenant la posture avec l'école. Alors, quand vous allez être formé avec Learning Coach, vous allez comprendre que l'école, c'est pas un temple sacré, même si on a ce rapport avec l'école souvent. C'est un système qui aujourd'hui vit une grosse, grosse, grosse crise qui est en défaillance et qu'il évolue toujours en défaillance, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'adapter à ces changements brusques de la technologie et de la société et des générations, et qu'il n'est pas fiable aujourd'hui à évaluer les capacités des élèves à apprendre. Il est fiable à évaluer les élèves dans l'acquisition des connaissances, c'est clair. Si un élève a une mauvaise note, c'est qu'il n'a pas acquis, enfin, il n'a pas acquis la connaissance nécessaire ou la pratique. Ça, c'est en général, les systèmes d'évaluation sont très bons, mais ces systèmes d'évaluation vont toujours étiqueter l'élève qui ne veut pas apprendre, qu'il n'est pas impliqué, qu'il n'est pas concentré. Et ça, c'est faux parce qu'en fait, tous les élèves du monde entier euh, souhaitent réussir à l'école. Tous les élèves du monde entier voudraient réussir leur scolarité. Tous les élèves du monde entier qui vont à l'école chaque jour souhaiteraient avoir de très bonnes notes. Donc, une mauvaise acquisition enfin, une non-acquisition des résultats ne voudrait pas dire forcément une involonté d'acquérir les connaissances et d'avoir de bons résultats. Et l'école, elle est très très mauvaise dans le diagnostic, donc de savoir pourquoi l'élève n'arrive pas à apprendre. Donc ça, c'est vraiment notre mission aujourd'hui. Et on a des outils dans lesquels on utilise aussi l'intelligence artificielle pour découvrir comment donc l'école, enfin comment l'élève apprend et comment il doit apprendre et comment l'école devrait lui transmettre la connaissance. Donc ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, nous avons l'école qui en fait ne s'adapte pas aux élèves. Et du coup, nous, on sait que c'est un système qu'on respecte énormément. On respecte toutes les personnes qui y travaillent euh, parce qu'ils font vraiment de leur mieux. On pense que ça va évoluer, certainement. Euh, Ça passera par peut-être un chaos ou un échec, mais ça va évoluer. Euh, Difficilement pour l'instant parce que c'est sous la houlette des pouvoirs politiques dans la majorité des États. Il faut que ça soit libéralisé à 100% avec des formats, etc., pour que les écoles innovent. Bon, c'est un autre sujet. Mais dans notre formation, on discute beaucoup de l'avenir de l'école. Pourquoi je vous lance ces questions-là? Pour que vous compreniez que voilà, vous allez travailler avec des élèves dans un système défaillant, dans un système vraiment défaillant. Euh, on ne le dit pas souvent aux élèves, les élèves nous le disent, on leur confirme. Ça reste quand même une institution vis-à-vis de laquelle ils doivent avoir du respect et qui leur est imposée. Donc, il ne faut pas créer un conflit. Euh, enfin, il y a de la friction, mais il ne faut pas créer une rupture de l'élève avec l'école. Mais on doit rassurer les parents qu'il y a une part qui est liée à l'élève, il y a une part qui est liée aussi à l'école. Que l'école n'est pas forcément euh, aujourd'hui la plus apte à donner la connaissance de la meilleure façon qui soit. Donc on a une posture de prise de distance, mais aussi avec beaucoup de réflexion sur comment devrait être l'école. En tant que coach scolaire, on doit mener cette réflexion constamment, comment devrait être l'école. Donc on doit avoir une vision critique par rapport à cette institution et critique bien sûr positive, dans le sens où on doit avoir des solutions et anticiper les solutions. Comment devrait être l'école? Apprendre aujourd'hui les nouvelles
approches qui existent. Parce que comme on se situe dans une démarche de neurosciences, de sciences cognitives, de comment apprend l'élève, eh bien l'école devrait s'imprégner de ces connaissances et devrait s'imprégner de cette approche-là. Et du coup, en fait, on est face à une situation où on accepte l'école telle qu'elle, mais en même temps, on réfléchit régulièrement sur comment il devrait être. Ça nous permet également d'avoir la possibilité donc, de coacher les enseignants, de coacher le corps pédagogique, d'accompagner les écoles. Et un coach scolaire doit avoir cette posture. Il doit être capable d'accompagner les écoles s'ils sont sur des projets d'innovation pédagogique ou didactique, s'ils veulent apporter du coaching scolaire au sein de leurs établissements. Un coach scolaire doit être formé aux différents modèles d'enseignement, aux différentes pédagogies actives. Il doit savoir comment il peut aider donc une école à évoluer dans sa démarche. Donc c'est un consultant et un expert qui doit aider l'école à évoluer donc vers des schémas beaucoup plus adaptés au contexte actuel. Donc, on est des accompagnateurs aussi des établissements. Donc, on est là pour accompagner aussi un établissement et aider un établissement à réussir sa mission d'enseignement. Il y a beaucoup de détails qu'on peut discuter là-dessus. Il faut connaître l'histoire de l'école, il faut connaître comment l'école elle évolue et il faut connaître comment l'école elle essaye de s'en sortir, suivre l'actualité aussi des réformes. Je déteste ce terme, les réformes de l'école. En fait, l'école, elle ne doit pas être réformée parce que quand on la réforme, on essaie de l'emmener là où elle était avant. Et justement, le problème, c'est que l'école d'avant, elle ne marche plus. Il ne faut plus réformer l'école. Il faut réinventer l'école. Il faut réinventer l'établissement scolaire. Et les politiciens devaient changer ce terme réforme. Et on a une série de réformes, tout un journal de réformes, et chaque ministre qui arrive parle de réforme. Non, mais justement, même si on répare l'école, on la rend idéale comme elle était avant ou au premier jour de sa création, elle sera que pire. Donc, on est en train d'aller vers un modèle et ça c'est normal ici, aussi un grand frein psychologique, c'est n'importe quel ministre, n'importe quel directeur d'établissement, n'importe quel pédagogue qui a la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, va espérer créer une école dans laquelle il a étudié et qui était parfaite hein, au passé. Mais l'école d'aujourd'hui n'a rien à voir, il devrait ne rien avoir avec l'école du passé. On doit avoir complètement une rénovation complète de l'institution scolaire. Complète, mais vraiment de manière bouleversante pour qu'on puisse s'adapter à l'actualité technologique et générationnelle. Bon, vous voyez, donc c'est un autre sujet. Et donc, un coach scolaire doit être un rénovateur ou un innovateur en termes de pédagogie. Il doit avoir ses pensées, ses idées. Et c'est pour ça qu'on crée un réseau de partenaires de coachs scolaires et de neurocoachs au sein de Learning Coach pour effectivement amorcer ces réflexions, travailler sur ces réflexions pour arriver à des idées qui vont être applicables, faciles et rapides, parce que, en tout cas, je le crois personnellement, les personnes qui vont apporter cette innovation et rénovation de l'école, c'est les coachs scolaires. C'est les coachs scolaires et c'est les coachs scolaires, parce que c'est là où on mène ces débats. On n'a pas peur de dire que voilà, c'est un système défaillant, on ne dépend pas du système. Euh, donc, on apporte une nouvelle façon, un nouveau regard, pas par créativité ou par envie de faire du nouveau, ou pas, mais par nécessité, vu qu'on travaille avec les élèves et les élèves, on découvre leurs problématiques. Donc, quand on découvre leurs problématiques, on peut aller à l'école et dire à l'école, voilà comment tu aurais pu faire avec cet élève et cet élève et cet élève. Et comme on travaille avec beaucoup d'élèves et on commence à avoir des schémas d'apprentissage et des façons d'apprentissage, non, aujourd'hui, on a identifié 8 types euh, cognitifs, psychocognitifs des élèves et qui reflètent des façons des fois complètement différentes
d'apprentissage, mais vraiment complètement différente. Et avec une génération éveillée, une génération élevée dans la bienveillance, une génération élevée dans l'épanouissement et la réalisation de soi. C'est une génération qui ne peut plus s'imposer ou s'infliger une façon d'apprendre qui lui convient pas, qui va la faire souffrir et surtout dont qu'elle voit qu'elle n'est pas utile. Et c'est ça toute la problématique aujourd'hui donc de l'école. Voilà, donc pour cet épisode, donc on a parlé de la mission donc du coach scolaire et du neurocoach. On a parlé de la posture du coach scolaire vis-à-vis de l'élève, vis-à-vis des parents et vis-à-vis de l'école. Si vous êtes toujours intéressé par ce métier, pour pratiquer donc ce métier qui va apporter beaucoup d'impact et beaucoup de changements et beaucoup de bien-être chez les élèves et beaucoup de paix dans les familles, eh bien vous pouvez donc remplir le formulaire en bas de cette vidéo et nous allons donc vous accompagner dans votre parcours de formation donc pour devenir coach scolaire et neurocoach. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.